Merci Armand pour m'avoir invité. Je vais vous parler des mécanismes de spéciation chez les rongeurs. Bon, j'ai pris le modèle Arvicola terrestris comme cas d'étude parce que vous allez voir, c'est un modèle qui présente des potentialités incroyables pour étudier les mécanismes de spéciation. Arvicola terrestris, le clade Arvicola contient 3 espèces. Arvicola kantiana, une espèce fossile. Arvicola sapidus, une espèce qui a une répartition restreinte en Espagne et puis en France. Arvicola sapidus, qui est le groupe frère de notre modèle. Et puis Arvicola terrestris, avec une répartition très vaste dans le nord de la région paléarctique, et qui comprend de nombreuses sous-espèces qui ont été définies sous la base des critères morphologiques et puis génétiques. Il y a au moins une dizaine de sous-espèces que vous voyez ici dans cette phylogénie. Eh bien, les études de phylogéographie suggèrent que, au cours de la dernière glaciation, les populations de Arvicola terrestris se seraient réfugiées dans le sud de l'Europe avec 3 refuges principaux, la péninsule ibérique, d'une part, l'Italie et puis les Balkans. Alors, après la glaciation, les populations se sont déplacées vers le nord. Alors, nous pouvons identifier 3 clades issus de cette période. Un premier clade qui va constituer la sous-espèce Arvicola terrestris italicus, qui va constituer le groupe frère du reste des populations et qui n'a pas pu franchir les Alpes. On retrouve maintenant ces animaux dans le nord de l'Italie. Ensuite, il y a 2 clades. Le premier est formé par les populations issues de la péninsule ibérique avec 4 sous-espèces. Il y a d'une part la sous-espèce Cantabriae, B1, qu'on trouve actuellement dans le nord de l'Espagne. La sous-espèce Monticola, B2, qu'on retrouve au niveau des Pyrénées. La sous-espèce B3, Sherman, qu'on retrouve dans le Massif central, le Jura en Suisse et un peu en Allemagne. Et puis, il y a une 4e sous-espèce, Rota, qu'on retrouve au nord du Royaume-Uni, en Écosse. Voilà, et alors il nous reste le 3e clade, formé par 2 sous-espèces. C'est le clade issu des populations qui se sont réfugiées dans les Balkans. Et il y a une sous-espèce terrestris qui en fait a colonisé toute l'Europe de l'Est, la Norvège, la Finlande, et puis le nord de l'Allemagne, les Pays-Bas, et on la retrouve dans le sud du Royaume-Uni. Alors voilà l'histoire phylogéographique de ces populations. En ce qui concerne le mode de vie, il y a des populations qui présentent un mode de vie aquatique et d'autres qui présentent un mode de vie fouisseur. Alors, l'espèce fossile Arvicola kantiana était indiscutablement aquatique. Arvicola sapidus, le groupe frère de terrestris, est aussi aquatique. Et puis, des 3 clades d'Arvicola terrestris, la sous-espèce Italicus et puis le clade issu des Balkans sont également aquatiques. En revanche, le clade
issu des populations qui se sont réfugiées dans la péninsule ibérique est formé par 3 sous-espèces qui ont un mode de vie fouisseur. Et puis, bon, il y a la sous-espèce Reta qu'on retrouve en Écosse, qui est aquatique. Si on utilise le principe de parcimonie, on arrive à la conclusion que la condition primitive était une condition, un mode de vie aquatique qui est partagé, qui a été retenu par Acantiana, Sapidus, Italicus et les animaux issus des Balkans. Il y aurait eu l'acquisition d'un mode de vie fouisseur par les animaux issus des populations qui se sont réfugiées dans la péninsule ibérique, avec un retour à la vie aquatique chez la sous-espèce Reta qu'on retrouve en Écosse. Alors, est-ce qu'il y a eu une différenciation morphologique associée à ces changements du mode de vie? Eh bien, nous avons trouvé qu'il y a toute une liste de caractères qui correspondent à des adaptations à la vie, au fouissage, qu'on retrouve chez les animaux issus des populations réfugiées dans la péninsule ibérique. Bon, je vais vous parler uniquement des incisives, mais il y a toute une liste de caractères qui concernent différentes parties du squelette. Bon, ces animaux vont creuser des galeries avec la bouche et bon, les incisives sont orientées vers l'avant. Hein, c'est un phénomène qu'on appelle de la prodontie. Bon, c'est typiquement une adaptation à un mode de vie fouisseur. Si on analyse la microstructure de l'émail des incisives, bon, d'une manière générale, dans l'émail, on retrouve 2 couches. Il y a une couche périphérique d'émail radiaire qui assure, en fait, qui évite l'usure des dents. Et puis, il y a une couche profonde d'émail en contreplaqué qui a pour fonction, pour rôle, d'arrêter la propagation des microfractures qui peuvent éventuellement se produire. Alors, on voit en haut, on voit l'émail d'un animal aquatique qui montre que la couche d'émail, bon, un animal aquatique qui n'utilise presque pas les dents pour creuser des galeries, avec une couche d'émail radiaire très fine, pas épaisse du tout, alors qu'en bas, vous voyez l'émail d'un animal fouisseur avec une couche d'émail radiaire très épaisse qui, en fait, est interprétée comme une adaptation au fouissage, parce que ça évite l'usure dentaire. Bon, je répète, il y a toute une liste de caractères qu'on ne va pas énumérer ici. Mais quand on a essayé de mettre en évidence ces adaptations avec des méthodes comparatives récentes, on a trouvé un phénomène très intéressant qu'on appelle en langage technique un phylogenetic time lag, c'est-à-dire un décalage entre l'acquisition d'une nouvelle fonction et l'acquisition des adaptations morphologiques à la nouvelle fonction. Dans l'occurrence, nous avons trouvé que, bon, on sait que, par parcimonie, que le mode de vie fouisseur a été acquis par le dernier ancêtre commun du clade issu de la péninsule ibérique, ici. En revanche, Arvicola terrestris sherman, il y a des populations d'Arvicola terrestris sherman qui sont des animaux fouisseurs, mais qui ne montrent pas toutes les adaptations à ce mode de vie. C'est-à-dire, à la différence de ce qu'on trouve chez Cantabrier ou Monticola, où toutes les populations qu'on a étudiées montrent clairement des adaptations claires à la vie au fouissage, chez Sherman, il y a des populations qui ne montrent pas
toutes les adaptations. C'est qu'on interprète comme un décalage entre l'acquisition de la fonction et l'acquisition des adaptations morphologiques. Alors, la variation phénotypique qu'on a trouvée peut... en fait, nous avons développé des méthodes qui vont nous permettre de quantifier quelle est la part expliquée par la fonction et quelle est la part expliquée par la phylogénie. Alors, quand on prend un caractère et qu'on voit l'étendue de la variation phénotypique, nous avons trouvé qu'il y a une composante fonctionnelle expliquée ici par le mode de vie aquatique versus fuisseur, qu'il y a une composante phylogénétique expliquée par les relations de parenté et les temps de divergence qui ne sont pas montrés dans la figure, mais en fait, ce qu'on fait est nous pouvons coder la phylogénie sous la forme de composantes principales. Ce que nous faisons est on construit une matrice de distance phylogénétique qui vont, dans laquelle nous comparons les espèces, les populations 2 à 2, et à partir de la matrice de distance, nous pouvons, par une analyse des composantes principales, exprimer la phylogénie en coordonnées principales. Alors, de cette façon-là, nous pouvons quantifier quel est le pourcentage de la variation phénotypique expliquée par la phylogénie. Évidemment, il y a un chevauchement entre les deux composantes que nous avons appelé variation fonctionnelle phylogénétiquement structurée. En fait, la composante fonctionnelle pure correspond à des sautapomorphies au niveau des taxons terminaux. La composante phylogénétique pure correspond à des synapomorphies qui n'ont pas de signification fonctionnelle. Et puis, le chevauchement correspond à des synapomorphies qui ont une signification fonctionnelle. Alors, puisqu'on parle des mécanismes de spéciation, on se pose la question, est-ce qu'il y a un isolement reproducteur entre les populations? Eh bien, les analyses de phylogéographie nous montrent qu'il y a un début d'isolement reproducteur. Il se trouve que les populations qu'on a analysées, que Pierre Ney et collaborateurs ont analysées en Écosse, sont étroitement apparentées aux populations issues de la péninsule ibérique. Alors que les populations du sud du Royaume-Uni sont étroitement apparentées aux populations issues des Balkans. Cela suggère fortement qu'il n'y a pas de communication, communication génétique entre les deux groupes de populations. Bon, ceci a été montré au Royaume-Uni. Ce qui arrive au niveau du continent est beaucoup plus complexe parce que, en fait, les populations issues de la péninsule ibérique, on les retrouve. Bon, ici, c'est la sous-espèce cantabrier, là, c'est Monticola, et puis on a Sherman qui a une répartition assez vaste. Alors, les études intéressantes à faire se trouvent, disons, ce qui est intéressant à effectuer maintenant, c'est de voir s'il y a des échanges génétiques entre ces populations qui appartiennent à la sous-espèce Sherman et puis les populations terrestrices issues des Balkans qui se trouvent autour de ces populations. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci pour cet exposé qui clôture en beauté la session. Mais justement, comme il nous reste quelques minutes, je proposerais que nous fassions une tournée de questions concernant les 4 exposés de la session sur la spéciation. Donc si vous avez une question sur l'un ou l'autre des exposés, les 2 qui ont précédé la pause et ces 2 exposés-ci, c'est le moment.
Concernant, bon, la question, je ne voudrais pas la poser sous un angle d'adaptationniste acharné. Je ne suis pas du tout persuadé qu'il y a de l'adaptation partout, mais concernant ces mystérieuses espèces qui se reproduisent par kleptogénèse, hybridogamie ou genèse, je ne sais pas, est-ce que la dépendance, en fait, elle dépend à chaque génération d'un croisement avec une autre espèce, et par contre, il n'y a pas de dépendance réciproque. Et donc, est-ce qu'on a la moindre explication d'une raison pour laquelle un comportement qui induit une telle dépendance ait été stabilisé durant l'évolution et n'ait pas été contre-sélectionné? Évidemment, on n'a que des hypothèses sur tout ça, mais il y a des modèles de génétique des populations. Alors, par exemple, la grenouille verte de chez nous, la Grana esculenta, elle a ce qu'on appelle traditionnellement la vigueur hybride. C'est-à-dire que quand vous la comparez à l'Essonné ou à Ridibunda, elle est plus efficace pour de nombreux critères. Bien. Donc, elle a intérêt à se maintenir. En même temps, elle a une méiose qui ne marche pas. Sa méiose est anormale, donc si elle était toute seule, sauf dans certaines populations que j'ai évoquées où il y a des diploïdes et des triploïdes, mais qui sont des raretés, et qui sont probablement la voie vers une véritable spéciation pour revenir à un système normal, elles sont vouées à l'extinction si elles doivent se reproduire entre elles. Par contre, si à chaque génération, elles transmettent que la moitié de leur génome avec l'autre espèce, par exemple l'Essonné, dans les populations de toute la moitié nord de la France, à chaque génération, elles se reconstituent. Maintenant, elles sont plus efficaces, et notamment, par exemple, elles sont plus efficaces au moment de la reproduction, c'est elles qui chopent toutes les femelles. Il y a les autres qui chantent, là, les mâles, les sénoïs, qui chantent frénétiquement, les femelles viennent, et c'est les esculenta qui les attrapent en chemin. Ils sont silencieux, et c'est ce qu'on appelle les mâles satellites, ils sont autour de la mare, ils interceptent les femelles quand elles arrivent. Ils sont plus efficaces, ils se reproduisent mieux, mais il ne faut pas qu'ils le soient trop. Parce que s'ils le sont trop, ils vont éteindre les sonner. Et s'ils éteignent les sonnets, ils s'éteignent eux-mêmes. Donc il y a des modèles de génétique des peuples qui proposent qu'il doit y avoir un certain équilibre entre les deux pour que les deux se maintiennent. Alors, par ailleurs, l'Essonné, elle n'a pas besoin d'esculenta. Elle peut très bien vivre toute seule, et d'ailleurs, il y a des populations pures de l'Essonné, il n'y en a presque plus en Europe, elles ont presque toutes été éliminées par les autres, mais il y en a encore quelques-unes dans certaines forêts de moyenne altitude en Belgique, des milieux très, très, très difficiles pour les grenouilles vertes, mais pour les esculenta. Mais donc voilà, c'est le genre de mécanisme qu'on a proposé. Mais je pense que ça ne répond pas entièrement à votre question. Oui, Alain, je voudrais rebondir, si j'ose dire, sur tes modèles en matière de grenouilles. Il est vrai que les bons sont... Mais on considère souvent que les amphibiens sont un modèle particulièrement performant en tant qu'indicateur de la pollution des milieux par des pesticides ou des restes de pesticides plus ou moins dégradés chimiquement, et que ça jouerait en particulier, je crois, sur la gamétogénèse mâle. Et bon, c'est purement une question dans les herbes, mais est-ce que les systèmes que tu nous as présentés pourraient présenter un avantage ou au contraire un inconvénient par rapport au système standard relativement à ce nouveau facteur de l'environnement très inquiétant qui est la pollution résiduelle des milieux d'eau douce pratiquement sur tous les continents à l'heure actuelle? C'est une question très intéressante. Je ne pense pas que quelqu'un l'ait jamais explorée. Il est vrai qu'actuellement, on a beaucoup de données sur la nocivité, notamment des pesticides sur les populations d'amphibiens, qui sont en première ligne parce qu'elles sont dans le milieu aquatique et donc ça les attrape en pleine figure. Et donc, il y a eu énormément de travaux là-dessus. Ça entraîne pas seulement de la mortalité, mais ça entraîne justement des réversions de sexe, ça entraîne des anomalies tout à fait bizarres. Hein. Il y a des grenouilles qui se métamorphosent en gardant leur queue, etc. Maintenant, c'est certainement pas quelque chose qui a un rapport avec l'apparition de ces bêtes-là, parce que ces grenouilles-là, les grenouilles vertes d'Europe, elles datent des glaciations, les ambistomes sont depuis encore plus longtemps. C'est une question qu'il faudrait explorer. J'aimerais bien poser alors, sauf si quelqu'un d'autre a une question, encore une question à Jorge Cubo.
À propos de ce phénomène de phylogenetic time lag, en fait, ce que vous avez montré, c'est un schéma où il y a 2 branchements successifs, et au sein du branchement le plus récent, il y a une des espèces qui n'a pas encore manifesté les changements adaptatifs. Mais alors, ce que ça veut dire, c'est que chez les 2 autres espèces, ces changements sont relativement récents, c'est-à-dire que la spéciation a eu lieu avant qu'il ne se manifeste dans les 2 autres espèces. C'est ça le modèle. Ce n'est pas vraiment un modèle très parcimonieux, celui-là. Disons que il y a des phénomènes de parallélisme, et dans ce cas-là, la parcimonie, des fois, n'est pas très fiable. Alors, il faut analyser, on a un projet en cours qui démarre maintenant, il faut analyser davantage de populations et avoir une résolution phylogénétique beaucoup plus fine, parce que quand il y a du parallélisme, bon, la parcimonie n'est pas très utile. Alors, avec l'information qu'on a maintenant, on pense qu'il y aurait eu probablement une acquisition par parallélisme des adaptations à la vie fouisseuse chez les cantabriers et chez Monticola, 2 acquisitions indépendantes et en parallèle, et que l'acquisition des adaptations serait retardée chez la sous-espèce Sherman. Mais il faut beaucoup plus de résolution phylogénétique pour bien comprendre et pour trancher. Voilà.